J'ai grandi dans une banlieue de Lyon où les pelouses étaient tondues court et où les pères mesuraient leur valeur à l'aune des fils qui perpétueraient leur nom. Mon père, Gérard Lambert, correspondait parfaitement à ce moule. Il était directeur de banque, parlait peu mais exigeait l'obéissance. Ma mère, Martine, restait à la maison et adoucissait sa dureté avec de discrets sourires. Elle se disputait rarement, ne le contestait jamais et vivait comme si son unique but était d'assurer la bonne marche du foyer. Mes deux frères aînés semblaient briller sous son regard. Thomas, déjà adolescent quand j'étais petite, récoltait les applaudissements pour ses notes et ses rôles de leader. André, plus proche de moi en âge, recevait des trophées et des encouragements sans fin pour ses matchs sur le terrain de football. Leurs victoires étaient célébrées à table avec des rires et des louanges. Mes victoires des bulletins scolaires avec les meilleures notes, des rubans de concours de sciences étaient salués d'un hochement de tête avant que la conversation ne revienne aux garçons. J'essayais de les égaler. J'étudiais plus dur, je courais plus vite, j'ai même supplié pour avoir des camions miniatures au lieu de poupées, pensant que peut-être mon père le remarquerait. Mais l'approbation n'est jamais venue. La réponse de ma mère fut de m'apprendre à cuisiner, à plier le linge juste comme il faut, à tenir une maison en ordre. Ce sont des compétences qui te rendront précieuses un jour, me disait-elle. Précieuses pour quelqu'un d'autre, voulait-elle dire. Quand ma mère est de nouveau tombée enceinte, mon père a déclaré avec certitude que le bébé serait un garçon. Il a peint la chambre d'enfant en bleu avant même qu'elle n'ait le ventre arrondi. Et quand Daniel est né, il a considéré cela comme une preuve du destin. Il a posé pour des photographies, a distribué des cigares et l'a appelé l'avenir de la famille. J'avais 10 ans, assez grande pour comprendre que j'étais devenu superflu. Le matin où ils me l'ont annoncé, le ciel au-dessus de Lyon était gris et humide, le genre de temps qui signifiait habituellement chocolat chaud et couverture. Au lieu de cela, mon père s'est raclé la gorge pendant le petit déjeuner et a annoncé que je vivrais bientôt dans une meilleure famille. Il parlait comme s'il finalisait un virement à la banque, pas comme s'il se débarrassait de sa fille. Ma mère était assise à côté de lui, les yeux baissés sur son assiette, les doigts tordant le bord de son tablier. Au début, j'ai cru que c'était une punition que peut-être, si je m'excusais de ne pas être assez bien, d'être trop bruyante, trop silencieuse, trop une fille, ils changeraient d'avis. Mais leur calme ne laissait aucune place à la négociation. Mon père m'a donné jusqu'à l'après-midi pour faire mes bagages. Une seule valise, a-t-il dit. Seulement l'essentiel. J'ai marché jusqu'à ma chambre, hébété, fixant les murs rose pâle qui ne m'avaient jamais vraiment semblé être les miens. J'ai ouvert le placard et j'ai regardé les rangées de robes, de pulls d'école et de vêtements de seconde main venant de cousine. Qu'est-ce qui était essentiel? J'ai plié 2 tenues de rechange, j'ai glissé les livres de poche que j'avais lus jusqu'à ce que leur dos soit usé et j'ai caché mon lapin en peluche élimé dans un coin. Par-dessus, j'ai placé une photo encadrée de Noël, la dernière avant la naissance de Daniel. Dedans, nous ressemblions presque à une famille, et je voulais une preuve qu'un jour, j'avais eu ma place. Cet après-midi-là, ils m'ont conduite en ville et se sont garés devant un bâtiment trapu en briques avec une enseigne délavée, l'aide sociale à l'enfance. La femme qui nous a accueillis à la porte avait un porte-bloc et un sourire fatigué. Mon père a rempli les formulaires vivement, a tendu la valise et lui a serré la main comme s'il concluait une affaire. Ma mère m'a serré dans ses bras une fois, légèrement, en chuchotant que je comprendrais quand je serais plus grande. Puis ils sont partis sans se retourner. Cette nuit-là, dans le foyer de groupe, allongé sur un lit de camp étroit qui sentait l'eau de Javel, je serrais la photo contre ma poitrine. Je me suis fait une promesse dans le silence, je ne m'en dirai plus jamais l'amour de qui que ce soit, et je n'oublierai jamais le jour où j'ai appris ce que je valais. Le foyer de groupe n'était que le début. En quelques semaines, j'ai été placé dans ma première famille d'accueil, une maison surpeuplée de l'est de Lyon où 6 autres enfants se partageaient déjà trop peu d'espace. Les plus âgés harcelaient les plus jeunes, et les parents d'accueil agissaient plus comme des gardiens que comme des soignants. Les repas étaient rapides et bruyants, les lits entassés dans des chambres au papier peint qui s'écaillaient. J'ai appris à garder la tête basse, à rester silencieuse et à me fondre dans le décor pour que personne ne puisse me pointer du doigt. Lorsque ce placement s'est effondré sous son propre poids, j'ai été envoyé chez un couple sans enfant d'une 40aine d'années qui, au début, me parlait doucement, m'appelant « ma chérie » et m'achetant de nouvelles chaussures. Pendant quelques semaines, j'ai pensé que c'était peut-être à ça que devait ressembler une famille, des dîners chaleureux, des questions sur l'école, une douceur dans l'air. Mais au bout du 2e mois, leur patience s'est érodée. Ils voulaient un enfant plus jeune, quelqu'un de suffisamment malléable pour le façonner en le bébé qu'ils n'avaient jamais eu. À 10 ans,
j'étais déjà trop indépendante, trop marquée par les cicatrices. Et un matin, j'ai été de nouveau emballé comme un colis non désiré et renvoyé à l'agence. L'arrêt suivant fut une maison de banlieue soignée avec des pelouses entretenues et des placards fermés à clé. Les parents étaient ponctuels avec les règles et l'argent de poche, mais leurs yeux s'attardaient plus sur les chèques d'allocation que sur les enfants qu'ils accueillaient. J'étais une ligne sur leur budget mensuel, une autre bouche qui leur rapportait de l'argent. Leur sourire n'atteignait jamais leurs yeux, et j'ai cessé de m'attendre à ce qu'ils le fassent. Durant ces années, ma stratégie est devenue la survie par l'effacement. Je me repliais dans les coins, je remplissais des cahiers de devoirs soignés et j'évitais de demander quoi que ce soit au-delà du nécessaire. Les professeurs me félicitaient pour mon assiduité, mais aucun d'entre eux ne voyait que mon silence n'était pas de la discipline, c'était une défense. La seule qui semblait le remarquer était mon assistante sociale, Hélène Tellier. Elle arrivait chaque mois avec son porte-bloc et des yeux perçants qui ne manquaient pas grand-chose. « Tu es brillante, Céline », m'a-t-elle dit un jour, penchée sur la table du bureau de l'agence. Mais tu te caches derrière ces notes. Je n'ai pas répondu. Je ne savais pas comment. Et pourtant, une partie de moi se demandait ce qu'elle voyait que les autres ne voyaient pas, une question qui a persisté alors qu'elle commençait à mentionner un homme nommé Jacques Chevalier. Hélène m'a parlé de lui un après-midi gris au bureau de l'agence. Il s'appelle Jacques Chevalier, a-t-elle dit en tapotant son stylo contre le dossier qu'elle portait. Il vit juste à l'extérieur de Lyon dans une maison avec trop d'espace pour un seul homme. Il a 62 ans, il est veuf, sans enfant. Il veut redevenir famille d'accueil. J'ai hoché la tête, impassible. J'avais déjà entendu des promesses de ce genre. Une semaine plus tard, j'étais assise, raide, dans la voiture d'Hélène alors que nous empruntions une allée bordée d'arbres qui se terminait devant une maison de style craftsman avec de larges avant-toits et un porche profond. Jacques Chevalier attendait déjà, appuyé contre la balustrade avec une patience qui semblait étudier. Il était grand et mince, ses cheveux argentés soigneusement coiffés en arrière, ses yeux d'un bleu pâle qui ont rencontré les miens sans forcer un sourire. Au lieu de cela, il a dit « Vous devez être Céline. J'espérais vous rencontrer. » Il ne m'a pas demandé de jouer un rôle. Il n'a pas énuméré les règles de la maison. Au lieu de cela, il m'a fait visiter les pièces, des parquets polis avec soin, des étagères remplies de livres, l'odeur de quelque chose de légèrement herbacé qui mijotait dans la cuisine. Quand il a ouvert la porte de la chambre qui pourrait être la mienne, il a simplement dit « Je ne l'ai pas peinte. J'ai pensé que vous aimeriez peut-être choisir les couleurs vous-même. » Personne ne m'avait jamais demandé cela auparavant. Dans les semaines qui ont suivi, je l'ai mis à l'épreuve avec le silence. Il a répondu par sa présence. Quand les cauchemars me réveillaient en sursaut, je le trouvais attendant devant ma porte avec un chocolat chaud. Quand j'avais du mal avec mes devoirs, il s'asseyait à côté de moi jusqu'à ce que les problèmes aient un sens. Un samedi, je l'ai trouvé dans le garage en train de mesurer des planches de bois. Une bibliothèque, a-t-il expliqué. Je me suis dit que tes livres méritaient un vrai foyer. Ce sont les petites choses qui ont commencé à démanteler mes défenses, la façon dont il plaçait mes dessins d'école sur le réfrigérateur, la façon dont il ne pressait jamais mes mots quand j'osais enfin les prononcer. À 11 ans, j'ai appris ce qu'était la stabilité. Le jour où le tribunal a finalisé l'adoption, Hélène a souri tandis que le juge déclarait mon nouveau nom, Céline Chevalier. Je tenais les papiers dans mes mains, mais c'est le hochement de tête discret de Jacques qui m'a ancré. Pour la première fois, la permanence semblait possible, et le poids de l'appartenance s'est posé sur moi comme une couverture dont je ne savais pas avoir besoin. Jacques avait une façon de m'ouvrir le monde sans que cela ressemble à une leçon. Un samedi, il nous a conduits sur les collines de Fourvière, et nous avons arpenté les grandes salles du manoir des Canuts. Il a souligné les lignes des escaliers, l'équilibre des fenêtres, la manière dont la lumière semblait nous suivre de pièce en pièce. Un autre week-end, il m'a emmené en ville au parc des Confluences, où l'eau cascadait sur des marches en béton, comme quelque chose à la fois naturel et construit. L'architecture, m'a-t-il dit, ce ne sont pas seulement des murs. C'est façonner ce que les gens ressentent à l'intérieur d'un espace. Ces excursions ont planté quelque chose en moi. J'ai commencé à dessiner dans des carnets pas seulement des maisons, mais des quartiers entiers, inventant des moyens de les rendre plus chaleureux, plus sûrs, plus vivants. Jacques m'a acheté des crayons et du papier millimétré, sans jamais se demander si j'étais sérieuse. Il m'a simplement encouragé comme s'il savait déjà où cela mènerait. Le lycée m'a mise à l'épreuve de différentes manières. Je portais toujours en moi l'instinct de disparaître, mais lentement, j'ai appris à tenir bon.
Zoé Martin a fait irruption dans ma vie en seconde, se glissant sur le siège à côté de moi à la bibliothèque et annonçant que nous serions partenaires pour un projet d'histoire. Elle était confiante, franche, impossible à ignorer. D'une manière ou d'une autre, elle a décidé que je valais la peine d'être connu, et contre ma propre prudence, je l'ai laissé rester. Pour la première fois, j'avais quelqu'un de mon âge qui s'intéressait à moi, non pas parce qu'il le fallait, mais parce qu'il le voulait. La thérapie a aussi aidé. Le bureau du docteur Anne Mercier était rempli de livres et de fauteuils moelleux, un endroit où le silence n'était pas puni. Elle m'a guidé à travers les années que j'essayais d'enterrer, me rappelant que le rejet de mes parents en disait plus sur leurs limites que sur les miennes. Lentement, j'ai commencé à la croire. En terminale, l'impossible s'est produit, une lettre du programme d'architecture de l'École nationale supérieure des beaux-arts. Acceptation imprimée en lettres grasses. Jacques l'a encadrée et l'a accrochée dans le salon, disant à quiconque venait en visite que sa fille partait pour Paris. Pour la première fois, le mot « avenir » ne m'effrayait pas. J'avais l'impression que c'était quelque chose que j'avais déjà commencé à construire. Au début de la trentaine, j'avais trouvé mon rythme. Mes créations n'étaient plus seulement des croquis dans des carnets, mais des structures qui se dressaient à travers Lyon, des centres communautaires avec des murs de verre et des cours où les voisins se rassemblaient. Les récompenses sont venues, les articles dans les journaux locaux et les invitations à prendre la parole lors de conférences. Pourtant, chaque accomplissement me semblait incomplet si je ne pouvais pas le partager avec Jacques. Il restait mon ancre, assis au premier rang lors des inaugurations, sa fierté constante et silencieuse. C'est au cours d'une de ces célébrations que j'ai remarqué le changement. Il applaudissait, mais ses mains tremblaient légèrement. Plus tard, au dîner, il a poussé la nourriture dans son assiette, son appétit disparut. Quand je l'ai interrogé, il a balayé mes inquiétudes d'une blague sur l'âge qui le rattrapait. Quelques semaines plus tard, la vérité est arrivée comme un coup de tonnerre, cancer du pancréas de stade 4. Le diagnostic m'a anéanti, mais Jacques semblait presque calme. Nous ne pouvons pas choisir la longueur de la route, a-t-il dit doucement, seulement la manière dont nous la parcourons. Il a refusé les traitements agressifs qui lui voleraient le peu de temps qu'il lui restait. Au lieu de cela, il a choisi la maison, et j'ai choisi d'être sa soignante. Notre maison est devenue un lieu de journée mesurée. Les matins étaient remplis d'horaires de médicaments et de thé dans la véranda. Les après-midi, nous revisitions des albums photos, ces histoires tissant le passé en quelque chose que je pourrais emporter avec moi. Le soir, quand la douleur se faisait la plus forte, je m'asseyais à ses côtés et lisais à voix haute, ma voix remplissant le silence qui m'effrayait tant enfant, mais qui me semblait maintenant une protection. Même si son corps s'affaiblissait, son esprit restait vif. Il me posait des questions sur mes projets, m'exhortait à continuer de construire, me rappelait que mon travail comptait. Une nuit calme, alors que la pluie tapait contre les fenêtres, il a pris ma main. Sa voix n'était qu'un murmure, mais les mots se sont gravés en moi. Construis quelque chose qui nous survivra à tous les deux. Je suis resté avec lui jusqu'à la toute fin, lui tenant la main alors que sa respiration ralentissait, lui disant qu'il m'avait donné plus que n'importe quel plan n'aurait jamais pu le faire. Quand le silence est finalement arrivé, j'ai eu l'impression que le monde avait basculé. Pourtant, sous le chagrin, il y avait une pulsation régulière de résolution, le début d'une promesse que je devrais tenir. Les semaines qui ont suivi le décès de Jacques se sont confondues dans un brouillard de condoléances et de paperasse. Je traversais tout cela comme sous l'eau, chaque pas ralenti par le deuil. Quand l'avocat m'a convoqué à son bureau, je m'attendais à guère plus que des formalités, sa maison, ses économies, peut-être quelques effets personnels. Ce à quoi je ne m'attendais pas, c'était le chiffre écrit à l'encre noire sur le testament. Jacques m'avait tout légué, sa modeste maison, ses investissements, les restes de l'entreprise qu'il avait vendue des années auparavant. Au total, cela s'élevait à plus de 25 millions d'euros. Pendant un long moment, j'ai juste fixé le chiffre, incapable de le concilier avec l'homme qui préférait les chemises en flanelle et les vieux gants de jardinage. Il n'avait jamais vécu dans le luxe. Ses joies se trouvaient dans les livres, les dîners tranquilles et ma compagnie. Apprendre qu'il avait porté ce genre de richesse tout ce temps m'a fait réaliser à quel point j'avais peu compris l'ampleur de ses sacrifices. Il avait épargné, investi et protégé. Et maintenant, il me confiait tout. La nouvelle s'est répandue rapidement. En quelques jours, les journaux locaux ont publié l'histoire, une architecte hérite de la fortune Chevalier. Mon visage, tiré d'un site internet d'entreprise, est apparu à côté de titres que je n'avais jamais demandés. Mes collègues m'ont offert des félicitations qui sonnaient maladroites.
Les étrangers me traitaient comme une curiosité, et les connaissances laissaient entendre de nouvelles opportunités qui semblaient soudainement souillées. La nuit, j'étais allongé, éveillé, dans la maison silencieuse, les murs plus lourds sans la présence de Jacques. La richesse n'adoucissait pas la perte, elle l'aiguisait. L'argent me semblait moins un cadeau qu'une responsabilité, un poids me pressant de prouver que j'étais digne de ce qu'il avait construit. Un soir, je me suis promené dans son bureau, passant mes doigts sur le dos des livres que nous avions lus ensemble. La fortune était sa dernière leçon. J'ai réalisé qu'il ne m'avait pas laissé de l'argent à dépenser. Il m'avait laissé les moyens de continuer à construire, d'honorer la promesse que j'avais faite à son chevet. C'est alors que la sonnette a retenti, son bruit tranchant brusquement dans la maison, m'entraînant dans un chapitre que je n'avais pas anticipé. 3 mois après les gros titres, je commençais à retrouver un rythme. Je partageais mon temps entre le travail et le tri des affaires de Jacques, mettant en boîte ce qui pouvait être donné, gardant les pièces qui sentaient encore légèrement son odeur. La maison était plus silencieuse que jamais, mais j'apprenais à respirer dans son silence. Un après-midi pluvieux, la sonnette a retenti. À travers la vitre, j'ai vu un homme d'une 60aine d'années, bien habillé mais aux traits tirés. Quand j'ai entrouvert la porte, il a prononcé un nom que je n'avais pas entendu depuis des décennies. « C'est moi, ton père, Gérard Lambert. » L'air m'a manqué. Il paraissait plus petit que le géant dont je me souvenais, sa silhouette avachie, son visage profondément ridé. Pourtant, l'arrogance persistait dans la façon dont il essayait de passer devant moi pour entrer dans la maison. Derrière lui se tenait un homme plus jeune en costume, une mallette à la main. Gérard a offert un sourire répété. « Je te cherche depuis des années », a-t-il prétendu. Quand j'ai lu l'article sur ton héritage, j'ai su qu'il était enfin temps de réparer les choses. Je ne les ai pas invités à entrer. Je l'ai laissé parler sur le porche, ses mots se bousculant sur les regrets, les erreurs et la façon dont la famille devrait pardonner. L'avocat s'est raclé la gorge et a parlé de réconciliation et d'héritage partagé. Mes mains se sont crispées sur le cadre de la porte en l'écoutant. Ce n'était pas du remords, c'était de la stratégie. Cette nuit-là, j'ai appelé un détective privé. Si Gérard avait refait surface après des décennies de silence, je voulais la vérité. Une semaine plus tard, le rapport a atterri sur mon bureau, des dettes de jeu accumulées, la saisie de sa dernière maison, des emplois abandonnés, des ponts coupés. Mes frères, les fils qu'il avait autrefois tant estimés, étaient tous deux en froid avec lui. L'un avait coupé les ponts des années auparavant après d'incessantes demandes financières. L'autre ne lui avait pas parlé depuis l'université. Le tableau était complet. Ce n'était pas un homme qui revenait pour renouer des liens. C'était un homme qui tournait autour de l'odeur de l'argent, et pour la première fois depuis mon enfance, je n'ai ressenti aucun besoin de mendier son approbation. Quand son avocat a de nouveau appelé pour demander une réunion, j'ai accepté non pas pour me réconcilier, mais pour confronter. Nous nous sommes rencontrés dans une salle de conférence impeccable du bureau de mon avocat, en centre-ville. Gérard est arrivé en retard, se pavanant comme si ce retard devait prouver son importance. Son avocat a posé une mallette usée, et Gérard s'est renversé dans son fauteuil avec l'assurance d'un homme convaincu de détenir l'avantage. « Tu as bien réussi dans la vie », a-t-il commencé, sa voix portant la même dureté dont je me souvenais de mon enfance. Mais les liens du sang comptent pour quelque chose. Cette fortune fait partie de mon héritage, que tu l'admettes ou non. Je l'ai laissé parler, observant comment il habillait ses exigences de mots comme « famille » et « patrimoine ». Puis j'ai fait glisser le rapport du détective sur la table. Des pages de dettes, de saisies et de projets ratés étaient exposées entre nous. « Vous avez renoncé à tout droit sur moi le jour où vous avez signé ces papiers », ai-je dit d'un ton égal. « Vous ne m'avez jamais cherché avant que l'argent ne soit en jeu. Je ne vous dois rien. » Son sourire a vacillé, et pour la première fois, j'ai vu une lueur du désespoir derrière sa performance. « C'est tout ? Tu vas tourner le dos à ton propre père ? Je vous proposerai une chose, ai-je répondu. Le financement d'une cure de désintoxication, rien de plus. Si vous voulez un avenir, ce ne sera pas grâce à moi. Ce sera en cherchant de l'aide. L'avocat s'est agité, mal à l'aise, sentant que la réunion avait échoué. Le visage de Gérard s'est durci, mais il n'a rien dit de plus. En me levant pour partir, j'ai ressenti l'étrange légèreté qui vient lorsqu'on ferme une porte qui n'aurait jamais dû être ouverte. Quelques jours plus tard, j'ai reçu un courriel d'André, mon deuxième frère. Il avait lu l'article sur l'héritage et avait reconnu mon nom. Ses mots étaient hésitants mais sincères,
des excuses pour être resté silencieux quand nous étions enfants, pour ne pas m'avoir protégé quand il aurait dû le faire. Nous avons convenu de nous retrouver pour un café, prudent mais disposé, le premier pas timide vers un lien inachevé. C'était un rappel que certaines portes, prudemment ouvertes, pouvaient encore mener à un chemin qui valait la peine d'être parcouru. L'idée est venue lentement au début, comme une graine qui perce le sol. Avec la disparition de Jacques et un héritage plus lourd que je ne pouvais le porter seul, je savais que l'argent devait signifier plus que ma propre stabilité. Il devait être transformé en quelque chose qui honorerait l'homme qui m'avait choisi quand personne d'autre ne l'aurait fait. C'est ainsi qu'est née la Fondation Chevalier pour l'avenir des familles. Nous avons construit le premier projet à Lyon, 20 unités de logement abordables pour les jeunes adultes sortant du système de placement familial, avec un centre communautaire au rez-de-chaussée et des services de conseil sur place. J'ai arpenté les couloirs avant l'inauguration, passant mes mains sur les murs fraîchement peints, me souvenant des nuits que j'avais passées dans des foyers de groupe, désespérant d'une permanence. Maintenant, il y avait un lieu conçu pour donner aux autres le sentiment d'appartenance qui m'avait été autrefois refusé. Le jour de la cérémonie d'inauguration, je me tenais au podium devant la presse rassemblée, mon nom encore nouveau pour humer la mission déjà vivante en moi. J'ai parlé de Jacques, de la vie qu'il avait construite pour moi, et de la promesse que j'avais faite de la faire perdurer. La famille, ce n'est pas le sang, ai-je dit à la foule, ma voix stable. C'est un choix, un engagement et de l'amour. Et quand nous nous choisissons les uns les autres, nous construisons quelque chose de plus fort qu'un héritage. Nous construisons un avenir. Alors que le ruban tombait et que les applaudissements montaient autour de moi, j'ai touché le pendentif en forme de clé en argent que Jacques m'avait donné des années auparavant. Il s'est réchauffé dans ma main, n'étant plus seulement le symbole d'une maison qu'il m'avait ouverte, mais des vies qui s'ouvraient maintenant pour d'autres. Quand la fortune et la liberté finissent par atterrir entre vos mains, quel avenir choisirez-vous de construire, et pour qui ?